Merci Roselyne. Donc c'est effectivement compliqué de faire un panel entre la fin et le déjeuner parce que les gens veulent déjeuner. Donc c'est toujours compliqué de cet horaire, mais bon, on va essayer de reprendre le challenge, le défi. Donc effectivement, la question que tu poses, c'est une vraie question sur la priorité. Ce que je vais essayer de faire, c'est peut-être un petit panorama d'introduction pour permettre de poser le cadre et puis d'échanger à la fois sur les enjeux de l'énergie pour le développement de l'Afrique et spécifiquement tout ce qui est énergie renouvelable, quelle place dans ce cadre. Bon, pour poser le débat, je ne vais pas revenir sur les points que tout le monde connaît déjà. C'est que l'énergie, aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, c'est un enjeu majeur parce que c'est, j'allais dire, un passage incontournable pour soutenir le développement et qu'aujourd'hui, il y a un manque et un déficit, j'allais dire, chronique au niveau de l'Afrique parce que si vous prenez la population mondiale, l'Afrique représente 15% de la population mondiale et si on prend la consommation énergétique, on tombe à 3%. Vous l'avez déjà dit, on dit que voilà, l'électrification, l'accès à l'électricité, c'est moins de 50%. Dans certains pays, c'est de l'Afrique subsaharienne, c'est 20%. Parce que dans le calcul de 50% en moyenne, on met à la fois l'Afrique du Sud qui est à presque 100% et l'Afrique du Nord. Et entre les deux, voilà, il y a des gaps considérables. Donc il y a certains pays qui sont à moins de 20% d'accès à l'énergie. Bon, les chiffres montrent qu'on parle de 600 millions de personnes aujourd'hui sur le continent africain qui n'ont pas accès à l'électricité, notamment, qui n'est pas la seule énergie. Parce que quand on parle d'énergie, on peut l'utiliser effectivement pour s'éclairer, mais c'est pas uniquement ça. Il faut cuisiner, il faut se déplacer, il faut faire marcher les machines agricoles, il faut faire tourner les usines, bref. L'énergie est beaucoup plus large que ça. Donc, et à ces 600 millions de personnes, il faut rajouter à peu près, il y a 10 millions de personnes qui viennent se rajouter chaque année. D'accord? Parce que il y a une croissance démographique, heureusement. Et si on tire tout ça jusqu'en 2030, on arrive à presque 2 milliards de personnes. Et si on ne fait rien, ce nombre de 600 millions de personnes risque de doubler. Alors, la question, c'est maintenant comment faire pour éviter que à 2030, on ait 2 milliards et plus de 1 milliard de personnes soient dans le noir et n'ont pas accès. Bon. Premier élément qui sort, c'est il faut investir. Il faut investir pour produire déjà l'électricité. Voilà. Donc la production, donc les estimations font sortir à peu près 1000 milliards de dollars. D'accord? Ce qui veut dire à peu près facilement au moins 50 milliards de dollars par an pour pouvoir faire face à ça. Voilà. L'autre élément, c'est effectivement, à côté de ces investissements-là, il faut faire le bon investissement, parce qu'il ne s'agit pas de mettre les 1000 milliards sur des énergies qui vont augmenter le taux d'émission de CO2, parce que là, pour le coup, c'est l'effet inverse, parce qu'on est déjà au milieu du gué, parce que clairement, la deuxième ou troisième révolution industrielle, l'Afrique était un peu en retrait. Donc, quand des économies ont misé sur le charbon ou autre chose, l'Afrique n'était pas présente. Maintenant, eux, ils ont démarré. Il ne s'agit pas de faire la même erreur que l'ensemble des acteurs. Et effectivement, c'est là où il faut pouvoir faire les bons choix et d'où le fait de faire le choix sur l'énergie renouvelable. L'autre élément qui est fondamental, c'est ce qu'on peut appeler un peu l'efficacité énergétique. D'accord? C'est qu'il ne s'agit pas que de continuer à produire, mais ce qui est déjà en place, comment l'optimiser, accompagner, que ce soit au niveau de l'habitation, au niveau du parc automobile, parce que vous savez que aujourd'hui, le parc automobile moyen dans des pays comme le Sénégal ou l'Algérie, c'est plus de 20-25 ans. Donc les émissions de pollution et autres rendent l'élément de l'efficacité énergétique et surtout les impacts sur la pollution assez forts. Donc pour revenir à cet enjeu, pour nous effectivement il y a 3 priorités qui sont clés pour
faire face à ce fléau et ce challenge. Bon. La première priorité, c'est la capacité à mobiliser des ressources longues pour pouvoir faire ces investissements-là. Parce que les États africains, notamment l'Afrique subsaharienne, n'ont pas la capacité de pouvoir financer eux-mêmes ces éléments-là. D'accord ? On parle d'un taux d'endettement de plus de 50% du PIB, qui facialement n'est pas énorme par rapport à l'Europe, mais qui est quand même assez important pour les pays. Il y en a qui sont à 66, voire plus. Ils n'ont pas la capacité. Et l'élément clé pour attirer des investissements longs, eh ben, c'est être capable d'assurer aux investisseurs une sécurité financière. Donc éviter effectivement, combattre la corruption et avoir des règles claires qui permettent de sécuriser le capital. D'accord ? Donc comme le disait Tidjane Thiam, le capital est frileux, et il va se loger là où il se sent en sécurité. Et aujourd'hui, l'Afrique, pour faire face à ce 1000 milliards d'investissements qui est fondamental, on ne peut pas y aller avec des petits pas, c'est impossible. À petits pas, bon, il y a des initiatives prises par Jean-Louis Borloo qui sont louables, hein. Il y a des chanteurs qui font aussi « Je vais électrifier l'Afrique », chacun fait comme il peut, et c'est bien. En revanche, ces petits pas ne suffiront pas pour rattraper déjà le retard et surtout faire face à la masse d'électrification si on veut effectivement pousser les États et être dans cette trajectoire d'émergence, parce que c'est le thème d'aujourd'hui, accompagner et donner à l'Afrique la capacité d'avoir le niveau énergétique qui va bien. Donc, premier élément, c'est vraiment lutter contre cette corruption, la transparence, les règles, pour capter les investissements longs, parce que quelqu'un qui vient pour investir dans une centrale, c'est pas 5 ans ni même 10 ans, c'est 30 ans, loin d'un cadre qui permet de faire ça. L'argent existe, d'accord, à la fois au niveau local, parce qu'il y a de l'épargne qui n'est pas encore mobilisée, mais l'épargne existe. Ça existe par les institutions, les grands acteurs, mais aussi, il y a des industriels qui sont capables de s'engager. En revanche, la condition sine qua non pour qu'ils puissent faire ça, c'est d'avoir dans un cadre de transparence, en maîtrisant certains éléments. Le deuxième point, donc c'est la priorité numéro 1. Le deuxième élément, c'est effectivement être capable, au niveau notamment de la zone subsaharienne, de jouer l'intégration régionale. Parce que comme vous le savez, le sujet de l'énergie, il y a une notion de taille critique. D'accord ? Donc l'Afrique est très morcelée. Si vous prenez par exemple la Gambie à l'intérieur du Sénégal, ou bien même le Sénégal en tant que pays, c'est à peu près 16-17 millions d'habitants. C'est encore petit. Certains projets sont viables à partir de 40 voire 50 millions d'habitants. Si on prend un pays comme le Bénin, c'est pareil. Donc est-ce que le Bénin doit rester tout seul pour faire face à ces problèmes énergétiques? D'accord? Donc la nécessité d'avoir cette intégration sous-régionale pour pouvoir faire face à ces enjeux-là. Voilà. Et le troisième élément, je pense que c'est le thème d'aujourd'hui, c'est avoir cette stratégie de mix énergétique qui permet de ne pas faire les erreurs que les Européens ont faites. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, sinon je vais prendre toute la parole. Merci. Meïssa vient de dire qu'il faut faire les bons choix, et la technologie aujourd'hui nous permet de faire des sauts technologiques, et l'Afrique peut bénéficier de ces sauts technologiques en matière d'énergie comme elle l'a fait en matière téléphonique ou autre. Luc, selon vous, quel serait le meilleur choix en fait, quel mix énergétique pour l'Afrique de demain? D'abord, le meilleur choix, c'est forcément celui qui sera fait par les interlocuteurs locaux et la capacité à créer de l'intelligence collective et à produire cette intelligence pour produire du résultat. Et je crois qu'aujourd'hui, et ça vient d'être dit, il ne s'agit pas de copier l'Europe et d'être dans un travers qui n'a pas été celui du mix énergétique. Et je crois que là, aujourd'hui, on a déjà une piste qui est extrêmement sérieuse, qui doit s'appuyer à la fois sur les potentiels, à la fois sur la capacité à faire,
et à la fois sur l'ambition. Et faire les trois, c'est compliqué, notamment quand on est pressé, quand on a effectivement, et on l'évoquait, 600 millions de personnes qui n'ont pas aujourd'hui accès à l'électricité. Il faut pouvoir équilibrer l'ensemble de ces problématiques. L'ambition, qui doit être extrêmement forte, parce que c'est pas le court terme qui doit nous guider, ça ne doit pas être juste d'apporter la solution et la réponse électrique immédiatement, mais plutôt se projeter tout de suite dans ce que seront les réalités à 10 ans et à 20 ans. Et ça nécessite de prendre un tout petit peu de temps, et quand il y a des urgences, c'est toujours complexe, mais je crois que c'est vraiment le schéma qu'il faut avoir. C'est cette stratégie-là, qui est la stratégie de l'intelligence et de la vision à long terme. Ensuite, il faut s'appuyer sur ce qui existe. Alors, je pense qu'on aura des exemples très précis tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir tout de suite, mais vraiment s'appuyer sur les talents, la capacité des uns et des autres à pouvoir entreprendre, à pouvoir se projeter dans des solutions qui aujourd'hui peuvent être pérennes, mais qui sont des solutions où il y a un vrai potentiel aujourd'hui d'acteurs locaux, d'industriels qui s'installent, et de la manière dont on va pouvoir produire les énergies renouvelables. Et puis, il faut l'avoir en permanence en tête, ce long terme, avec l'idée qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui qui est posé par tous les territoires, et c'est pas uniquement à l'échelle d'un pays, d'une région, d'un continent, c'est vraiment le territoire, au sens plutôt, j'allais dire, territoire de vie, de bassin de vie, qu'il faut penser une vraie forme de résilience. Et c'est un mot qui ne revient pas assez souvent, cette capacité à pouvoir affronter, être demain dans des solutions quand des problématiques arriveront, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient liées au climat ou autres, parce qu'il peut y en avoir de nombreuses. Et se projeter dans la résilience, c'est forcément se poser la question de l'alimentation énergétique et donc d'avoir le plus près possible une consommation qui soit minimale pour pouvoir avoir une production locale qui soit maximale. Et ça peut être un territoire au sens d'une ville nouvelle, on y reviendra. Ça peut être un pays, et ça peut être aussi plusieurs pays, parce qu'à certains niveaux, l'échelle pertinente, c'est plutôt d'avoir un investissement lourd qui est sur une grande région. Je crois qu'il ne faut pas fermer les portes. C'est cette création d'intelligence collective, ce que nous on appelle l'intelligence des territoires, cette capacité à se projeter réellement et à faire vivre l'ensemble d'un projet avec beaucoup de cohérence, parce qu'il aura été pensé sur des solutions de long terme. Et le saut technologique que tu évoquais, je crois, est le bon. C'est vraiment, aujourd'hui, être tout de suite dans la bonne vision. Le mix énergétique est certainement une des pistes pertinentes. On va revenir évidemment sur le solaire, sur le photovoltaïque, mais il y a tous les enjeux de biomasse. Et bien penser dès le début de la construction d'un réseau, lorsqu'on équipe un territoire, c'est forcément déjà commencer à apporter les bonnes réponses. Merci Luc. Alors Maïssa a parlé de l'Afrique du Sud, notamment, en tout cas évoqué l'Afrique du Sud, qui est à part de l'Afrique subsaharienne en matière de beaucoup de sujets, et l'énergie en fait partie, et qui est aussi peut-être pas un exemple en matière d'énergie renouvelable, que si j'ai bien compris, les coûts explosent aujourd'hui compte tenu des nombreuses centrales à charbon qui existent dans le pays. Vous avez aussi parlé de transparence, qui est le maître mot quand on veut investir, pour tout investisseur. Et toi, Abdoul, tu as fait le choix de créer une entreprise au Sénégal. Est-ce que ça veut dire que tu as eu cette possibilité d'avoir cette vision, de te projeter dans le Sénégal de demain ou d'aujourd'hui? Bonjour. Bonjour, je m'appelle c'est Michel Ndiaye, directeur général de la Société des énergies nouvelles du Sénégal, SENS. SENS a été créé par, on va dire, l'association de plusieurs ingénieurs sénégalais qui ont fait leurs études en France et tout. Donc, arrivé à un moment, après des années d'expérience acquis ici dans les entreprises françaises, on s'est dit, pourquoi pas faire on va dire, du transfert de compétences pour notre pays qui a vraiment besoin de cette expertise-là pour pouvoir, on va dire, donc partager notre expérience pour le développement de notre pays, je vais dire même de notre continent. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a si bien évoqué M. Tal,
aujourd'hui, l'enjeu on va dire de l'accès à l'énergie pose vraiment problème en Afrique. Et le fait d'amener, on va dire, notre pierre à l'édifice était une chose vraiment essentielle. Donc nous, aujourd'hui, quand on retourne au pays pour partager cette expérience, c'est vraiment, on va dire, pour nous, en tout cas, c'est vraiment une nécessité. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un enjeu très, très, très stratégique. Je parle en connaissance de cause parce que si on est un peu le Sénégal, on est parti dans des villages. Encore, quand on est à Dakar, on a l'accès à l'énergie. On ne se dit pas, voilà, il n'y a pas de souci, l'énergie est là. Mais dès qu'on sort de Dakar, on se rend compte que voilà, on est toujours dans les années 60 en termes d'accès à l'énergie, c'est grave. Et le fait d'amener ce petit on va dire coup de pouce à l'accès à l'énergie, nous, en tout cas, c'est-à-dire ça nous a vraiment marqué. Moi personnellement, parce que j'ai fait pas mal de conduite de travaux hors de Dakar, dans les fins au fond des villages au niveau on va dire du sud du Sénégal. Et là, je vois vraiment comment je vais dire ça, c'est ça, effectivement, parce qu'il y a plein de jeunes qui sont là. Vous leur demandez pourquoi vous étudiez plus. Le seul truc, c'est que voilà, il n'y a pas les moyens, on va dire, l'accès à l'énergie qui fait que aujourd'hui on peut s'épanouir dans les études, et même au niveau on va dire du commerce et autres. Donc du coup, donc c'est vraiment, on va dire, quelque chose de vraiment indispensable et nécessaire pour eux pour pouvoir rattraper ce gap entre la capitale et là-bas. Donc le fait d'amener cette expertise-là fait que aujourd'hui on participe à l'émergence de cette, on va dire, de cette nouvelle vision, c'est ça. Et en plus de ça même, nous on va plus loin que ça. C'est-à-dire que on est sur la création de centres de formation pour former les jeunes dans les énergies renouvelables. Parce que le vrai problème aussi, c'est la sensibilisation dans cette nouvelle énergie-là. Parce qu'au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, ils voient des panneaux, oui, mais ça s'arrête là. Mais la sensibilisation, c'est quelque chose de primordial pour que les gens puissent vraiment s'imprégner des énergies renouvelables. Merci. Donc, voilà. Je vois Luc qui veut intervenir parce que je crois qu'il est très sensible à tout à l'heure on parlait d'intelligence collective, de résilience, de maillage territorial, le territoire en matière énergétique. Donc là, Abdoul, tu parles de fracture. Et donc on arrive en fait à ces projets, non pas de petits projets faits par-ci par-là qui peuvent être louables, mais avoir une ambition au niveau d'un pays, au niveau d'un territoire, et l'homme est toujours au centre. N'est-ce pas, Luc ? Oui, je crois que c'est aujourd'hui essentiel d'avoir en permanence, moi j'apprécie beaucoup qu'on en revienne aussi à des enjeux de formation, à des enjeux de jeunesse, à des enjeux d'emploi, de création d'emplois derrière, parce que c'est d'abord, quand on construit la ville, on construit d'abord de la qualité de vie. Et on n'est pas là pour monter du béton sur des dents creuses ou même sur un territoire vierge, mais on est vraiment là pour créer de la qualité de vie. Et c'est vraiment l'humain qui doit conduire, parce qu'il y a une politique globale qui en découle. On vient d'en avoir un exemple extrêmement concret. Il faut pouvoir avoir l'ensemble de ces questions-là en tête. Souvent, quand on parle de ville nouvelle, d'intelligente, et qu'on est en train de parler d'énergie, on est très vite dans des solutions qui sont extrêmement techniques, technologiques, informatiques, numériques, digitales. Et on est très vite dans des solutions qui viendraient s'imposer, se calquer, et qui seraient la solution optimale parce qu'elle aurait un algorithme derrière et qu'elle fonctionnerait bien ailleurs. Mais la plupart du temps, tout ça ne fonctionne pas très bien. Et on l'a évoqué quand on a préparé ce panel. Moi, je suis allé à Songdo, Incheon, ce quartier d'Incheon en Corée du Sud, qui a été longtemps considéré comme la plus belle smart city, avec des enjeux d'énergie renouvelable extrêmement pris en considération. Je ne suis pas sûr qu'un seul de nous ait envie d'aller vivre là-bas.
c'est totalement déshumanisé, c'est froid, on a presque l'impression d'une ville morte, les gens partent très tôt le matin, rentrent tard le soir, et ça n'a pas été pensé comme des lieux de vie. Et je crois qu'à chaque fois qu'on pense technologie, qu'on pense reconstruire de la ville, reconstruire, c'est d'abord reconstruire avec un projet de qualité, un projet humain, et qu'il faut l'avoir en tête. Et que l'énergie est un bon sujet, parce que au-delà des réseaux et de la manière dont on est bien souvent tous les décideurs dans de la maîtrise d'ouvrage, où on amène une ville, un territoire, un réseau d'énergie, ce qu'il faut penser d'ailleurs, c'est la maîtrise des usages. Et ceux qui vont être à la consommation, in fine, à la fois dans les logiques intelligentes et la manière dont on peut les compléter, et la manière dont on accompagne un système complexe, mais qui est un système complet, qui est celui du réseau d'énergie, avec ses enjeux notamment d'emploi. Je crois que cette vision globale, elle doit pouvoir être là, et quand on pense énergie renouvelable, on pense très vite aujourd'hui à d'abord du local, du très proche, et donc on pense forcément à ceux qui nous environnent, à celles et ceux qui nous environnent et la manière dont on va construire le territoire ensemble. Donc c'est vraiment une logique complète, intégrée, qui est extrêmement pertinente. Et l'énergie est une bonne porte d'entrée pour avoir demain des quartiers, des villes qui vivent bien, qui vivent intelligemment, et c'est une vraie porte d'entrée à tous les niveaux. Alors sur les usages, peut-être un tout petit mot avant qu'on aborde les autres sujets, mais je crois que c'est essentiel aujourd'hui que l'ensemble des décideurs se mettent dans cette logique-là, être maître d'ouvrage, construire des autoroutes, des réseaux de transport, des réseaux d'électricité, d'énergie d'une manière générale. C'est plutôt assez simple. Les décideurs ont l'habitude d'être dans cet élément-là. Et moi, quand j'ai fait le rapport au Premier ministre français sur l'avenir des territoires intelligents et sur la Smart City, ça a été un des éléments extrêmement forts. C'est d'être dans cette capacité à pas seulement être dans la maîtrise d'ouvrage, mais y compris être dans la maîtrise d'usage. Et de projeter tout de suite ce que seront les usages. Et j'en reviens à Incheon tout à l'heure, on n'a pas envie d'aller vivre parce qu'on n'a pas assez pensé. Alors c'est aussi évidemment une autre culture, c'est un autre pays, donc il y a bien des différences, mais c'est certainement pas la manière dont il faut penser les choses. Et quand on pense maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'usage, l'énergie étant une vraie porte d'entrée pertinente, on arrive à avoir des solutions où on aura tous envie d'aller vivre dans ces territoires-là. Je crois qu'il faut garder ces éléments-là en tête. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution clé en main, ni sur l'énergie, ni sur les smart cities, c'était l'objet du panel précédent, ni sur la manière dont on pense ces réseaux et dans les villes nouvelles, ou dans la manière dont on va les créer. Il y a aujourd'hui des choses qui existent en fonction de territoire. Et il n'y a pas de solution clé en main à dupliquer, c'est plutôt à inventer, c'était le propos que j'avais tout à l'heure. Je suis encore expert là auprès du gouvernement sur tous les fonds d'innovation, du fonds TIGA, là, du plan d'investissement d'avenir, et on voit bien que c'est balbutiant. Il y a beaucoup de communication sur ces questions-là. Vous verrez beaucoup de territoires dire nous on est dans des stratégies, territoire à énergie positive, on est sur la stratégie plus c'est moins, donc énergie soit positive, soit en tout cas moins carbonée, et être dans des mesures d'accompagnement les plus fortes possibles. Je peux vous dire qu'au-delà de l'annonce, de la communication, il y a surtout tout à inventer aujourd'hui. Et là, chez Réalité, le laboratoire de grands projets urbains que je pilote et avec lequel je travaille avec Amadou Ndiang, et que je remercie encore d'être là pour échanger sur ces sujets passionnants avec vous. Là, on est en train de construire un quartier complet dans la ville de Nantes, et on est en train de se projeter avec une ambition qui est déjà très forte, dont on nous demande, même si on va y arriver, qui est du E3 C1 pour 70% des logements, et du E3 C2, donc ça veut dire forcément avec de la construction bois, à l'horizon des bâtiments qu'on va construire. C'est un grand quartier, 1500 logements, 50 000 m² de tertiaire, il y a un stade de 40 000 places, il y a une clinique, il y a un espace de santé, de bien-être, etc. C'est un vrai quartier. Et aujourd'hui, on en est à juste se poser ce niveau-là d'ambition. Et une des problématiques, c'est que les énergies, n'ayant pas été pensées au fur et à mesure sur du long terme, on va réussir à récupérer un réseau de chaleur qui est extrêmement performant, on va réussir à mettre un peu de photovoltaïque, mais quand on arrive à penser ça dès le début, quand on arrive à avoir cette stratégie-là dès le début, on change complètement la physionomie, la manière dont on va penser les usages, et on va penser la vie, la qualité de vie dans les quartiers. Merci Luc, parler des usages. Donc là, j'ai compris qu'il faut placer comme bon consultant le consommateur au centre, n'est-ce pas Meïssa? Et on parle d'énergie renouvelable. Alors, il y a la question qui vient, c'est en termes de coûts aujourd'hui, notamment le solaire. Quelles sont les évolutions?
Tout à fait, c'est une excellente question. Alors, juste une précision par rapport effectivement à l'enjeu majeur dont on a parlé au début. Le sujet, on est bien d'accord, il faut pouvoir traiter dans sa globalité avec des grands projets, mais les grands projets ne répondent pas à toutes les questions. On est d'accord, parce qu'effectivement, il y a ce qu'il faut brancher, on va dire, sur le réseau. Il y a aussi les mini-réseaux. Il y a ce qu'on appelle les off-grid. Donc, il y a les petites installations, des panneaux solaires, des maisons autonomes. Bref, il y a tout un ensemble de solutions qui doivent contribuer à la solution globale. D'accord ? Bon, effectivement, donc une fois qu'on a dit ça, arrive effectivement le sujet du prix, parce que l'énergie doit effectivement être disponible, mais à bon prix. Parce qu'aujourd'hui, clairement, au-delà de l'accès, le prix du kilowattheure est un vrai sujet. Si vous prenez un pays comme le Sénégal, je pense que c'est à peu près 117 francs CFA le kilowattheure, c'est-à-dire à peu près, je pense, dans les 17 centimes. Et sachant que c'est souvent subventionné, l'État dépense beaucoup d'argent pour ça, quelques milliards. En France, on va juste entre 14 et 12 centimes. Pour un pays où le Sénégal, le PIB par tête d'habitant, c'est 1 000 $, en France, c'est 20 fois plus, ou même beaucoup plus. Vous voyez ? Et donc, vous voyez le cap énergétique qu'il faut pour pouvoir soutenir un développement. Donc déjà, quand on fabrique une usine qui est énergivore, ben déjà en termes de coût de production, par rapport à la France, on n'est pas compétitif. D'où la nécessité, effectivement, d'être capable de proposer des solutions qui permettent d'avoir un coût du kilowattheure compétitif. Alors, qui dit coût compétitif, on a parlé aussi de smart grid, d'off-grid, et sauf erreur, le coût du transport de l'énergie fait partie est une part très importante en fait du coût que le consommateur paye. Et au-delà de ça, je crois qu'il y a une ministre qui disait la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, toi, Abdoul, dis-moi, comment fais-tu pour que tes usagers, tes clients consomment moins et donc payent moins? D'accord. Donc là, c'est un sujet qui vient souvent, parce qu'aujourd'hui, comme je dis, le secteur des énergies renouvelables est un secteur très très jeune au Sénégal, en Afrique en général. Aujourd'hui, nous, on a une autre vision de la mise en œuvre de ces systèmes, par exemple au Sénégal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous, quand on vient devant un client, on ne vient pas pour lui vendre notre installation. C'est une philosophie qu'on s'est imposée. C'est-à-dire quand on voit un client qui s'intéresse au solaire, c'est d'abord de lui expliquer c'est quoi le solaire. Deuxièmement, c'est de lui donner des conseils à la faisabilité ou pas de ce système. Et après, derrière, libre au client de dire je veux, je veux pas. Donc c'est pour cela, par exemple, nous, je disais, on veut, c'est-à-dire qu'on veut agir on va dire d'une manière intelligente. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand on vient chez un client qui est susceptible d'être intéressé, la première chose à faire, c'est de connaître d'abord ses besoins à lui. Donc après avoir eu ses besoins, on enlève tout ce qui est appareil énergivore du système. Donc à savoir, on sait qu'au Sénégal, par exemple, dans toutes les maisons, il y a une clim. J'ai vu des installateurs proposer à leurs clients de mettre 30 panneaux solaires pour alimenter deux clims. Il y a un problème. Donc nous, tout ce qui est système énergivore, que ce soit four, micro-ondes, clim, micro-ondes, four et tout, on le met sur le système, sur le réseau Sénélec. Donc tout autre appareil, bien sûr, après avoir, on va dire, après avoir jaugé, on va dire, comment s'appelle, les consommations de cet appareil-là, on peut le mettre ou pas dans le système. Et derrière, ce qui est aussi très important, c'est que
beaucoup de professionnels qui veulent se lancer dans ce nouveau métier, c'est qu'ils ne font pas d'études de marché. Ils ne font pas d'études comportementales des usagers. Donc du coup, nous, tout ça, là, on a pu le faire et savoir comment les gens ils apprécient cette nouvelle énergie qui vient d'arriver. Donc du coup, nous derrière, on peut ça nous facilite la tâche de pouvoir agir en conséquence. Donc du coup, à chaque fois, on a même eu des cas où on fait de la contre-expertise. Il y a un installateur qui est venu chez un client, qui lui a mis le système solaire, il est parti. Et quand je dis parti, c'est adieu. Donc le 1 mois, 2 mois, 3 mois après, il y a un problème sur l'installation, il n'y a personne. Donc du coup, le fait de mettre en place un système SAV, c'est-à-dire ça résout le problème. Et encore mieux, c'est quoi? C'est que nous, en interne, avec nos ingénieurs, parce qu'on a un ingénieur en télécommunication chez nous, on a développé un système de télésuivi de nos installations, qui est vraiment un système innovant. Et je vais même dire au Sénégal, je ne sais pas, en tout cas aujourd'hui, une société qui travaille dans le solaire et qui met ce système-là. Donc cela veut dire quoi? Ça veut dire que moi, à chaque fois que je me réveille, je fais ce que j'ai à faire, j'ouvre notre plateforme, je peux voir chaque installation qu'on a fait, le suivi horaire. Quand je dis horaire, c'est-à-dire chaque heure, combien telle installation produit chaque heure, et tout. S'il y a des problèmes, tout de suite, il y a des retours d'alarme et tout. Et aujourd'hui, c'est nécessaire. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que on n'installe pas pour installer. Il faut derrière qu'il y ait des suivis, de telle sorte que ça soit quelque chose de pérenne dans le temps. Ce que j'appelle le développement durable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous, tous nos projets qu'on met en place, on met l'être humain au centre du projet. Sinon ça ne sert à rien. Donc du coup, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, même étant jeune entreprise qui a commencé en 2016, c'est-à-dire que notre croissance peut évoluer rapidement. Pourquoi? Parce qu'on amène une autre façon de faire. Donc voilà. Et je voulais ajouter aussi, par rapport à monsieur le maire, ce qu'il disait tout à l'heure, par rapport aux industries qui veulent s'implanter au Sénégal. Par exemple, nous, là, on est en même temps distributeur de fabricants français. Dans le micro. Fabricant français qui est à Bordeaux. Et aujourd'hui, la vraie problématique, c'est quoi? C'est que c'est de pouvoir distribuer ces produits à lui au Sénégal. Pourquoi? Parce que le gap entre le prix de production en France et le transport jusqu'au Sénégal et de faire les installations fait qu'aujourd'hui, on n'arrive même pas à vendre un produit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, ça, c'est une vraie problématique. Et d'ailleurs, même, on est sur un sujet de création d'une unité de production sur Dakar. Parce que ça s'impose. Pourquoi? C'est simple. Parce que soit le produit vient de Chine, soit ça vient d'Europe. Et en général, on a déjà un a priori que le produit qui vient de Chine, c'est pas bon. Donc du coup, le fait de pouvoir venir sur le marché africain impose aux fabricants européens de faire une production locale, c'est-à-dire, oui, c'est ça, une production locale pour pouvoir être compétitif, et deuxièmement, réduire aussi l'impact carbone, c'est important, parce que faire des installations ici en France et le transporter jusqu'au Sénégal, l'impact carbone de la solution va être négatif à la longue. Donc voilà. Vous disais, ça crée des emplois localement. Effectivement, c'est ça. donc alors parlons de nouvelles villes. On parle de nouveaux usages. Aujourd'hui, pas d'électricité, pas de consommation. Demain, nouvelle ville, beaucoup d'électricité. Est-ce que ça risque, une fois de plus, de créer une fracture entre les villages, les villes traditionnelles, et comment fait-on pour gérer tout ça en termes de construction, en termes de réseau? Mais c'est exactement comme ça qu'il faut se poser la question. Puis je vais rebondir sur les propos d'Abdoul. On est vraiment dans cet élément où il faut penser global, parce que si effectivement on crée des villes nouvelles, qu'on a des bâtiments qui sont flambant neufs et qu'on n'a pas pensé demain à la réalité de la consommation. Alors évidemment, on pense toujours à l'isolation, à pouvoir garder le froid quand on a des climatiseurs, à réguler au maximum les autres.
mais si vous êtes en permanence à avoir des personnes qui, par rapport à ce que vous avez pu penser, baissent la clim de 1 ou 2 degrés et explosent la consommation pour une différence de confort qui est faible, c'est bien sur les usages que vous avez des difficultés. Et donc il y a un vrai enjeu d'appropriation par les personnes qui seront utilisatrices, que ce soit du bureau ou du domicile, que ce soit des grands centres ou que ce soit dans un petit espace ou un petit quartier ou un village. Il faut vraiment avoir à chaque fois cette logique-là. On a aujourd'hui des stratégies qui sont plutôt pertinentes. Moi, quand je vois la réalité aujourd'hui de tout ce qui est énergie alternative et le classement mondial des pays sur ces énergies alternatives, sur les 5 premiers pays, on en a 4 qui sont africains, et sur les 10 premiers, on en a 7 qui sont africains. Alors évidemment, il y a toute une partie, puisqu'il n'y a pas de consommation, il n'y a pas non plus de production carbonée. C'est de fait. Mais du coup, il y a ce potentiel, parce que ce qui existe déjà aujourd'hui est plutôt positif. Je vous disais, sur les 5 premiers, il y a 4 pays africains, et il n'y en a qu'un, c'est l'Islande, qui arrive en 2e dans le classement, mais parce qu'ils ont une géothermie naturelle qui leur permet de ne pas avoir recours à l'extérieur. Alors les énergies qu'on peut consommer, évidemment, on vient de l'évoquer avec la capacité aujourd'hui solaire, mais il faut pouvoir la voir assez globalement. Et quand on voit aujourd'hui la manière dont l'Afrique peut donner l'exemple dans les stratégies et le potentiel qu'il y a au Sénégal, on se dit qu'il y a vraiment à inventer tout cela de manière extrêmement cohérente. On sent que c'est en train de s'installer et de prendre. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de retard. On dit souvent, mais alors on est placé comment, etc. Je crois qu'on a vraiment aujourd'hui tout à inventer, tout à faire. Et quand on va creuser sur ceux qui communiquent beaucoup aujourd'hui, sur ce qu'ils ont fait, et qu'on voit la réalité, on se dit que voilà, c'est pas si catastrophique que ça. C'est l'expression quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Là, et c'est vrai que quand on doit comparer aujourd'hui les pays, c'est un saut qu'on doit tous faire, tous ensemble, et qui est aujourd'hui un saut vraiment à construire. Donc il y a même certainement moyen pour ceux qui le font intelligemment d'être demain plutôt les leaders en termes de pays, en termes d'infrastructures, en termes d'entreprises et d'industrie, parce qu'il y a un tel besoin qu'aujourd'hui il y a vraiment ce potentiel global. Notre panel touche bientôt à sa fin. Maïssa, si tu avais un mot à dire sur l'énergie renouvelable de demain pour l'Afrique, ce serait quoi? Le maître mot, c'est effectivement une volonté. S'il y a un mot, c'est effectivement une volonté d'accompagner les acteurs, notamment les décideurs, pour aller dans cette volonté-là. Le deuxième mot, je le répète, c'est que les États n'ont pas les moyens d'y aller tout seuls. Il va falloir mobiliser des ressources longues, et ces ressources longues nécessitent effectivement la sécurisation, et donc ça, c'est la priorité numéro 1 sur laquelle je vais insister beaucoup, voilà, pour pouvoir accompagner ce décollage énergétique, et notamment la partie énergie renouvelable, sur lequel il y a un enjeu fondamental, il y a un potentiel considérable. Comme vous le savez, si par exemple on prend l'énergie hydraulique, l'Afrique englobe à peu près 12% des potentiels au niveau mondial. En termes de solaire, un spécialiste est à nos côtés. Voilà, il y a des taux d'ensoleillement de 300 jours par an. Donc il y a un potentiel considérable qu'il faut accompagner. Merci Maïssa. Abdoul, quelle serait toi ton ambition pour demain? Mon ambition pour demain, c'est vraiment un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est la sensibilisation. La sensibilisation, c'est quelque chose de très important. La formation, c'est quelque chose de très important, parce que c'est ça qui va faire que demain, tout ce qui est énergie renouvelable ne soit pas quelque chose on va dire, de vraiment connaître le vrai sens du mot énergie renouvelable et de l'approprier. Donc aujourd'hui, en tout cas, c'est notre quotidien tous les jours, c'est la sensibilisation. Donc hormis le business et tout, c'est la sensibilisation, la formation. Pour moi, c'est la clé. La clé pour vraiment s'approprier tout ce qui est énergie renouvelable. Merci Abdoul. Avant de passer la parole à lui, je ne peux m'empêcher de penser
à Singapour. J'étais à Singapour fin août. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de Singapour, mais moi, l'image qui me revient, c'est cette rue où il n'y a pas de fenêtre, sauf des climatiseurs. Donc, en termes d'usage, en termes de pensée, en termes d'ambition, Luc, que serait-il ? Ouais, je crois que c'est une belle occasion de traiter le sujet par cette porte de l'énergie. C'est aussi l'occasion d'exploser les silos. Parce que la plupart du temps, les décisions, les politiques publiques, la manière dont on traite les dossiers, on va parler de mobilité, on va parler d'alimentation énergétique pour l'industrie, on va parler d'alimentation énergétique pour les individuels, etc., etc. Et là, c'est une bonne occasion d'exploser ces silos et d'être dans la transversalité. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une pensée un peu plus globale, tournée vers l'humain. On l'a déjà beaucoup dit, donc je ne vais pas y revenir. Et puis un vrai potentiel qu'il faut saisir dès le début de traiter la data. Parce que c'est là qu'il y aura derrière aussi de la création de valeur et de la création de valeur locale. Quand on connaîtra l'usage, quand on aura les données de consommation, les habitudes de consommation, c'est un peu l'exemple avec le four, le micro-ondes, on le met d'un côté, puis le reste, on voit si on peut le mettre sur le réseau solaire et si on arrive à le faire fonctionner. On a un système de télé-surveillance, de télé-alerte. Et demain, il faut qu'il y ait ces données qui remontent. Et la data va devenir un outil extraordinaire autour de l'énergie, non seulement capable de quantifier, mais surtout capable de faire évoluer les stratégies, les comportements des uns et des autres. Donc voilà, je crois qu'il faut avoir en tête que là, on a un outil, il faut y penser tout de suite, parce que c'est le bon moment. Et c'est tellement bon moment que quand on a des logiques autour de Diamniadio et qu'on a ces villes nouvelles, c'est non seulement une capacité à démontrer, un savoir-faire, une capacité à réussir, une capacité à atteindre les objectifs qui ont été fixés, mais c'est aussi certainement la capacité demain de pouvoir se projeter en étant leader, parce qu'on aura prouvé cette idée de proof of concept, d'être dans cette capacité à se projeter dans quelque chose qui a vraiment fonctionné. Du coup, on aura quelque chose qui fonctionne bien, mais elle est surtout passionnante sur la manière dont on va pouvoir le dupliquer, aller à l'extérieur, le reproduire, parce qu'il y aura des réalités qui seront les mêmes, qu'il faudra adapter, je l'évoquais en premier propos, avec l'intelligence locale, et c'est vraiment la manière de se projeter, et là je crois que c'est une bonne occasion de créer des leaders, d'avoir des pays leaders, des territoires leaders et des entreprises qui soient leaders aussi. Je voulais rajouter un mot par rapport à ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous par exemple en France, on a un bureau d'études d'ingénierie, donc dans tout ce qui est efficacité énergétique, audit énergétique des bâtiments, parce qu'aujourd'hui, là où on doit, c'est-à-dire la manière de penser, c'est la mutualisation. Si on veut vraiment faire des économies, c'est toujours la mutualisation. Je donne un exemple. Au Sénégal, par exemple, on ne sait pas utiliser une clim au Sénégal. Je donne un exemple. Je suis parti chez un directeur, je rentre dans son bureau, au niveau du console, c'est écrit 17 degrés. Dehors, il fait 33 degrés. Le gars, il est en costume cravate. Donc déjà, là, il y a un problème. Vous imaginez tout un bâtiment avec chaque bureau, on va dire, une unité intérieure, une unité extérieure. Il met le console à 17, donc ça veut dire que la clim du matin jusqu'à l'heure de quitter le bureau, la clim ne s'arrête pas. Donc c'est une grosse, on va dire gaspillage, gaspillage d'énergie. Et aujourd'hui, le fait de mutualiser sera la solution de demain. C'est mutualiser quoi. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais rajouter. Merci beaucoup Abdoul. On en revient encore une fois à l'éducation, à la sensibilisation. Tu parles de 17 degrés. Moi, pas plus tard qu'en début de semaine, un collègue me parlait d'un bureau à Pointe-Noire qui est à 14 degrés et on était obligé de se réfugier ailleurs pour avoir plus chaud. Donc merci à tous, merci à toutes dans la salle et je laisse la parole à Mohamedou. Très bien. Tous nos applaudissements. Il y en a une par là. J'ai eu un souci tout à l'heure en entendant et en écoutant avec intérêt. Présentez-vous d'abord. Je suis M. Adamaba. Je suis le président du conseil d'orientation de la délégation générale des pôles urbains de Diamniadio et éventuellement le Lac Rose dans quelques jours. En vous écoutant tout à l'heure, je me suis fait un souci. Encadrant énergie, que je considère comme étant quelque chose qui engendre de larges dimensions, toutes relatives selon les secteurs de la vie.
parcellairement. C'est comme si chacun d'entre vous s'est adressé à moi. En concluant son colloque tout à l'heure, monsieur, je vais venir, monsieur Ndiaye a parlé du climatiseur, du directeur et de la cravate. C'est exactement mon cas. Mais je ne peux pas être sorti de 30 degrés ou de 36 degrés en entrant dans mon bureau pour aller diminuer la climatisation. Je me offrais. D'autre part, ne vous souciez pas. Il y a des milliards d'années que le monde existe. Au IIe siècle déjà, il y avait l'électricité dans les pays européens. Aujourd'hui, ce qui est en Afrique nous appartient, ça vous appartient. Venez amener l'énergie. La preuve, vous nous avez construit l'autoroute à péage. D'ici 25 ans, les ressources vous reviennent. Il n'y a pas d'électricité. Vous n'avez réussi qu'à nous faire les moyens par lesquels vous rentrez dans vos fonds. Et vous nous avez laissé le vide par lesquels nous allons petit à petit mourir par des difficultés qui nous attendent sur le chemin. Les grandes industries vous appartiennent. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que vous avez fait une suggestion au gouvernement, etc. etc. Mais saviez-vous que le plus important de chez nous, en général en Afrique, vous appartient? Amenez l'énergie. Tout à l'heure, quand vous parliez de sensibilisation et de formation, ne nous cassons pas la tête. Prenons le temps. Nous avons suffisamment de soleil. Développons progressivement en fonction des besoins qui vont se manifester à nous, ce dont on aura besoin en termes de ressources humaines de qualité. Dans la concurrence, par rapport à ce que vous avez indiqué comme étant votre partenaire stratégique pour la commercialisation des produits de l'énergie. Même si par ailleurs d'autres, que je n'ai pas envie de citer un titre personnel, produisent quelque chose qui, dans notre tête, c'est de la toque. Mais ça arrive avant les autres, et c'est moins cher que les autres. On s'y arc-boute en attendant d'atteindre nos objectifs. Il faut que les gens comprennent qu'il faut produire en Afrique. Mais comme en produisant en Afrique, les dépenses vont être incalculées. C'est parce que le mot est plus simple et plus civilisé. Alors, monsieur de l'énergie, ne vous cassez pas la tête. Prenez les escaliers. Ils vont vous rattraper. Puisque ce dont pour lesquels vous y êtes ne vous appartient pas. Les objectifs pour le moment ne sont pas chez nous. Le temps de l'Afrique, c'est maintenant, ce n'est pas demain. Je vous remercie. Très bien, merci. Je parle pour le cas de personnes à qui on a mis à disposition des kits de 20-30 watts pour lesquels ils doivent payer une traite hebdomadaire de 600 francs CFA, donc on est à moins d'€1, n'arrivent pas à payer cela. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'énergie, est-ce qu'il n'y a pas une part de cette population-là qui est, en quelque guillemets, condamnée à ne jamais être reliée au réseau parce qu'ils n'ont pas les moyens? C'est une question, je ne partage pas forcément l'avis, mais je pose la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de très grosses subventions de l'État, est-ce qu'il n'y a pas une partie de la population qui sera définitivement condamnée à ne pas avoir accès à l'énergie pour faute de pouvoir d'achat? Très bien, merci pour la question. Vous vous rendez compte que aujourd'hui, la maîtrise de l'énergie est une conditionnalité du développement. Qu'est-ce qu'on fait? Faisons des bâtiments moins énergivores. Peut-être qu'on arrivera à construire une ville durable. Nous avons un guide vert qui est en place. Les bâtiments, à Diamniadio, tous les bâtiments sont d'orientation nord-sud. On évite que les bâtiments soient orientés dans le sens de la course du soleil. Déjà, on évite l'insolation. Deuxième chose, tous les bâtiments en R+8, obligatoirement intégration du mix énergétique. C'est des panneaux solaires. Le CICAD, centre de conférence Abdou Diouf que vous connaissez, M. Ndiaye, a 2 MW d'énergie solaire. Ça fonctionne à l'énergie solaire. Les sphères ministérielles qui sont construites actuellement par l'État
c'est de l'énergie solaire à 80%. Parce que les fonctionnaires sont là-bas la journée. Toute la journée, s'il y a une bonne insolation, c'est de l'énergie solaire qu'ils utilisent jusqu'à ce qu'ils rentrent le soir pour éclairer les parties communes. Comme on n'a pas d'unité de stockage de cette énergie, on utilise l'énergie thermique. Voilà donc, par exemple, les immeubles. Toutes les parties communes des immeubles à Diamniadio sont éclairées par l'énergie solaire. Donc il y a une volonté dans les conditions de développement de ces villes. S'il y a des, dans les conditions contractuelles, s'il y a un cahier de charge que les développeurs développent, respectent du moins au fur et à mesure et à petits pas, je pense qu'on y arrivera. Très bien. À Diamniadio, c'est ce modèle que nous sommes en train de construire et qui actuellement fait ses preuves. C'est pour ça d'habitude, dans une boutade, je dis Diamniadio, c'est un concept validé maintenant par le réel. Nous sommes là. Très bien. Merci. Merci M. Dia. Moins d'un euro par consommateur par jour et que les gens n'arrivent pas à accéder à l'énergie. Est-ce qu'il y a une volonté de les accompagner? Il y a des subventions pour pouvoir, dans les États comme le Sénégal, pour pouvoir accompagner ce développement de l'énergie? Bon, on va essayer de proposer une réponse par rapport à ça. Vous savez, quelqu'un qui gagne 1,2 euros par jour, si vous lui demandez 1 euro pour payer l'électricité, ça va être difficile de vous payer. Parce que il va d'abord penser à manger, il va falloir s'occuper de ses besoins primaires et l'électricité ne vient pas tout de suite. Donc effectivement, si la personne continue à gagner 1,2 euros, ce qui est dans 70% des cas dans certains pays, il ne pourra pas payer le 1 euro par jour, même si la richesse qui leur permet de vivre décemment. Des pays comme le Sénégal, le Bénin et autres, ils ont un PIB par tête d'habitant de $1000. À $1000, les gens, on va laisser les gens sur le carreau, la mortalité infantile sera élevée et les gens ne s'en sortiront pas. Donc il faut pouvoir accompagner la population de façon globale à faire des sauts comme le font le Maroc. Le Maroc était dans le cas du Sénégal il y a 25 ans. D'accord? En 20 ans, ils ont traité le sujet et aujourd'hui, ils ont dépassé $7000 par tête d'habitant. Donc il y a des pays encore plus proches du Sénégal que le Cap-Vert qui sont actuellement autour de $4000, $5000 par tête d'habitant en termes de PIB. Donc c'est fondamental que les responsables et chefs d'État gardent ça en tête. Tant que la population n'a pas un certain niveau de richesse, la pauvreté et l'accès à l'électricité et tout ce qui s'en suit va continuer. Donc l'enjeu majeur, c'est aussi effectivement ça. Sachant que l'électricité est un élément qui permet de faire face à la pauvreté, donc ça rejoint à notre problème, parce que pour pouvoir enrichir la population, il faut créer de l'emploi. Pour créer de l'emploi, il faut des usines. Pour les usines, il faut de l'électricité, donc ça tourne. Donc le fait de prendre un sujet spécifique et de le traiter permet effectivement d'adresser le problème fondamental qui est de faire que la population ne soit pas toujours dans une logique de demander des aides aux institutions internationales qui viennent avec des milliards, qui s'envolent, qui reviennent ici et qui se retournent. Et la population, après 10, 20 ans, est toujours pauvre. Voilà. Ça passe forcément par la sensibilisation, comme le disait M. Ndiaye. Oui, tout à fait. Il y a une notion de sensibilisation, mais le point principal, il ne faut pas qu'on fasse, j'allais dire, des plans sur la comète, des hyperboles. C'est que si on a une population qui est pauvre, on aura tous les problèmes de la pauvreté. Et il faut accompagner les populations pour sortir de la pauvreté. Et des pays l'ont fait. Singapour, dont on parle, en 30 ans, ils sont sortis de la pauvreté. La Chine, en 40 ans, ils sont sortis de la pauvreté. L'Afrique doit sortir de la pauvreté. Et c'est le point principal. Et il y a un certain nombre de sujets, si on ne les traite pas, la corruption, on ne peut pas se développer en se leurrant. C'est pas possible. Bon, bien sûr, il y a des entreprises vertueuses, mais il y a des entreprises, si on veut traiter de façon sérieuse, ils le font. Et si on veut mobiliser des ressources longues, il faut le faire de façon sérieuse. Donc ce point principal, bonne gouvernance et traiter les sujets de fond pour sortir l'Afrique de la pauvreté résume tous les problèmes. Très bien. Merci, Maïs Tal. Peut-être un dernier mot. Moi, j'avais une intervention par rapport à ce qu'il
parce que c'est un sujet sur lequel on travaille de plus en plus. C'est l'accès à l'électricité dans les zones reculées, parce que nous, on a très vite, on a vu le problématique. Donc du coup, ce qu'on fait, on va dire, on sollicite beaucoup les fondations ici, que ça soit Nexan, Orange, à porter des projets de ces villages-là. On les porte depuis le, on va dire, par exemple, le Sénégal. Par exemple, là, on a porté un projet d'électrification pour quatre villages. Donc, on a sensibilisé les villageois. On a pris leurs besoins. On a fait les cahiers des charges du projet et tout, description du projet. On les a présentés auprès de Nexan avec trucs chiffrés et tout. Donc voilà, c'est des initiatives qu'il va falloir prendre pour pouvoir, on va dire, régler ces problèmes-là. Et deuxièmement, surtout, c'est que voilà, on dit oui, les gouvernements, oui, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont cette responsabilité-là. Mais aussi, au sein de ces villages-là, il faut qu'il y ait une certaine organisation qui fait que ça peut leur faciliter, en attendant que les gouvernements émettent des actions et tout, déjà que eux, ils se prennent en main. Par exemple, on travaille beaucoup avec l'ONG Websa qui est au Sénégal, c'est ça qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils sensibilisent les villageois, ils les organisent de telle sorte qu'ils peuvent avoir accès à l'énergie sans pour autant que l'État mette la main à la poche. Et même des fois, c'est une porte qui permet même après à l'État de voir qu'il y a cette initiative-là et après de venir mettre de contribuer au projet. Donc voilà, c'est ça. Je voudrais juste dire un mot. C'est vrai que Maïssa a tout résumé, hein, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de bonne gouvernance, rien ne peut se développer, et qu'après, faut qu'il y ait de l'initiative privée. Avant, on pensait qu'il fallait amener l'eau pour que l'économie se développe. Maintenant, on dit qu'il faut amener l'électricité. Et donc, il faut qu'on puisse pouvoir capitaliser sur cet élément pour pouvoir créer de l'emploi. Pas de sortie de pauvreté s'il n'y a pas d'emploi. Et donc, ce ne sont pas seulement les initiatives avec les ONG sont louables, mais il faut qu'ensuite, concrètement, qu'il y ait du développement qui se fasse, et ça passera simplement par la création d'emplois et d'activités. C'est très bien résumé, et je te remercie, Roselyne, pour ce mot de fin. Je pense qu'on a largement dépassé ce panel, et ce panel qui a été modéré par Roselyne, directeur business développement dans l'unité advisory chez KPMG, Monsieur Luc Bello, qui est directeur général chez Hub Réalité, Hub 5, et Maïssa Tall, qui est partenaire chez Deloitte en charge de l'industrie, et M. Abdoulaye Ndiaye, directeur général de FINS, qui a accepté de se joindre à nous. Sous vos applaudissements, nous félicitons nos panélistes.